L'année dernière, j'ai commencé une trilogie de vidéos qui parle de l'héritage du shonen. Je commençais avec un postulat simple. Chaque décennie a eu droit à sa grosse série à succès qui a révolutionné le milieu. Dans les années 90, c'était Dragon Ball. Dans les années 2000, le Big Three avec Naruto, One Piece et Bleach. Dans les années 2010, on avait My Hero Academia. Et dans les années 2020, en vrai, difficile de le savoir. Encore aujourd'hui, on est nombreux à se poser la question de quel est le héros de shonen qui prendra la relève d'Izuku. Une partie de moi continue à penser que Denji de Chainsaw Man a un énorme potentiel. Le côté graphique de l'œuvre a marqué, son écriture aussi, et je pense sincèrement qu'il a instauré cette génération de héros de shonen sur lesquels les événements de l'histoire leur tombent dessus sans qu'ils puissent vraiment y échapper et qui se retrouvent plongés dans des mondes bien plus grands qu'eux. Mais Chainsaw Man, ça reste une œuvre qui est assez graphique et pour une nouvelle génération d'un type de manga destiné au public jeune, je pense pas que ce soit l'œuvre la plus adéquate. C'est là que j'étais tombé sur 3 œuvres et que je me suis dit qu'on pouvait parler de leur impact sur le milieu éditorial et leur potentiel dans le shonen. J'ai commencé par Kaijo numéro 8 que j'ai bien apprécié mais qui m'a bien trop peu transcendé par rapport à toute la communication qui vendait Kafka comme l'héritier du shonen moderne. J'ai continué avec Dan Dadan, une excellente surprise qui marche très bien et qui correspondrait bien à ce que je m'attends comme œuvre marquante du shonen moderne. Mais il nous reste encore une dernière œuvre que je trouve importante pour conclure cette trilogie. Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on parle de Sakamoto Days. Bon, ça parle de quoi Sakamoto Days? On part sur un point de départ assez simple. Il y a quelques années, Sakamoto était l'un des assassins les plus dangereux de sa génération. Un excellent tueur à gages que tout le monde admirait autant que craignait. Sauf qu'il s'est marié, a eu un enfant, est devenu le gérant d'une petite supérette de quartier, et désormais la vie d'assassin c'est derrière lui. Mais quand Shin, un assassin qui admirait Sakamoto par le passé, revient dans sa vie, notre vendeur se rend compte que les assassins du monde entier veulent sa peau, et qu'il va devoir défendre sa famille contre un passé qui le rattrape. Il y a une assez grande différence dans mon rapport à cette œuvre par rapport aux deux autres. C'est qu'avant de voir l'animé, j'avais déjà lu le premier tome. Sakamoto Days, c'est une œuvre dont le pitch m'a attiré avant la sortie en animé, ce qui était clairement pas le cas pour Kaijo numéro 8 et Dan Dadan. Et c'est pas compliqué de savoir pourquoi, le pitch est vraiment efficace. Il réinvente pas l'eau chaude, mais cette idée d'un passé qui rattrape les personnages et qui doivent l'affronter, c'est un concept que j'aime beaucoup, et qui peut très bien plaire à beaucoup de gens. Mais pour ça, il faut une chose majeure, avoir un personnage principal convaincant. Et est-ce que c'est le cas pour notre cher Sakamoto? Franchement, oui. J'ai trouvé qu'il était un personnage très sympa à suivre. Il est pas tout jeune, ça se voit physiquement qu'il est plus dans la fleur de l'âge, mais il n'en reste pas moins classe. J'aime beaucoup comment il se bat, n'importe quel objet du quotidien finit par devenir une arme entre ses mains, que ce soit un stylo ou des baguettes. Ce qui est le plus intéressant chez lui, c'est qu'il fait aussi office de mentor. C'est quelque chose qu'on voit assez peu dans le milieu du manga des personnages de mentor qui sont les personnages centraux. Et ça marche bien. Sakamoto, c'est un personnage qui a marqué les gens de son passé et qui continue à marquer les gens de son présent. Les personnages qui gravitent autour de lui sont des personnages qui grandissent grâce à son apprentissage. C'est un type de narration qu'on voit beaucoup dans la première partie de l'animé. La plupart des antagonistes secondaires sont des gens aux vies pas dingues, qui ont décidé qu'ils essaieraient de tuer Sakamoto pour améliorer leur vie. Mais au final, Sakamoto les bat, leur dit une parole qui résonne en eux, et ils décident de devenir des meilleures personnes. Malgré tout, la narration n'hésite pas à se réinventer et à montrer différentes manières de se battre chez notre héros qui font que, même si ça peut paraître répétitif, ça reste intéressant de voir ces affrontements. Il représente aussi un trope que j'adore dans les relations hétéro-fictives. Il est surpuissant, il peut tout vaincre, mais face à sa femme, il redevient cet homme normal qui est dévoué et amoureux. Au début, il craint beaucoup plus que sa famille soit au courant qu'il est poursuivi de partout plutôt que de craindre pour sa propre vie, alors que ça fait des années qu'il n'a pas été sur le terrain. Et c'est bête, mais je trouve ça très chou de voir cette dévotion qu'il a pour cette petite vie tranquille qui s'est construite. Et cette petite vie, elle finit par être attirante pour les gens autour de lui. J'ai parlé de Shin un peu plus tôt, mais on a aussi Lou et Aisuke. Eux trois, ce sont les personnages importants qui gravitent autour de Sakamoto et qui finissent par mettre de côté leur vie passée pour travailler à la supérette. Eux aussi cherchent une vie normale après l'avoir eu très mouvementée et apprennent des enseignements de leur aîné. Chacun a sa propre douleur et la première partie de l'animé se concentre sur leur passé à tous, dans lequel Sakamoto débarque pour chambouler le tout et proposer une nouvelle alternative de vie. Et eux aussi veulent protéger leur nouvelle vie, que ce soit par respect pour Sakamoto ou tout simplement parce qu'ils finissent par être visés par les assassins qui gravitent autour de la grande figure qui est leur mentor. Et au final, ne pas avoir que Sakamoto qui se bat, ça rend les affrontements plutôt sympas. Chacun a des techniques à son arsenal. Shin peut lire dans les pensées et ça l'aide à anticiper les coups, Lou est doué dans les arts martiaux, Eisuke est un excellent sniper, et chacun interagit les uns avec les autres dans une bonne entente, même si c'est pas les taquineries qui manquent pour se chercher les uns les autres. La comparaison est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais pour les fans de Naruto, c'est un peu comme si on voyait l'histoire sous le point de vue de Kakashi qui s'occupe de l'équipe 7.
Chaque membre a ses différents, mais c'est aux côtés de leur mentor qu'ils apprennent à mieux s'entendre pour protéger un but commun. Vous vous demandez peut-être pourquoi je plonge pas dans les détails des différents personnages. Parce que d'habitude, c'est quelque chose que je fais, alors que là, j'ai juste parlé de Sakamoto et des autres personnages autour de lui. Tout simplement parce que, et ça me fait un peu chier de l'admettre, mais j'ai vraiment pas trouvé le cast de cet animé marquant. Parce que ouais, je vais être franc, mais j'ai trouvé que les persos étaient pas forcément le genre que je retiens facilement. Sakamoto, il est marquant, oui, mais le reste, bah pas tant que ça. On a pas mal de persos qui débarquent, mais j'ai eu beaucoup de mal à retenir les noms de tout le monde. Alors que sur Kaiju numéro 8, je peux te parler de Haruichi ou de Aoi. Sur Dandadan, je peux facilement te parler de Jiji ou Aira, même si c'est pas bien compliqué pour ces deux-là. Là, j'ai pas trouvé les personnages spécialement marquants. C'est dommage parce que l'antagoniste principal a un design plutôt sympa, mais sans plus. C'est quelque chose que je remarque qu'il faut mentionner, les designs des personnages marchent bien malgré tout. Ils sont simples, mais on arrive quand même à les retenir. Nagumo a la même coupe que n'importe quel personnage d'Isekai harem, mais avec son look imperméable et sa chemise de daron, on le retient. Osaragi a une coupe très simple elle aussi, mais avec son voile de mariée et sa longue robe noire, on la retient. Mais de là à dire que ce sont des personnages marquants, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont assez facilement passés à la trappe pour moi. Osaragi, parlons-en, tiens, parce que c'est un assez bon exemple. Quand l'anime de Sakamoto Days a été annoncé, je suis tombée sur un TikTok disant que si la tueuse à gages préférée aux cheveux bruns de tout le monde c'était Yor Forger de Spy Family, c'est parce que Osaragi n'avait pas encore été animée. Et ok, Osaragi, elle est stylée. Je dois admettre que j'ai beaucoup aimé voir sa scène de combat dans l'animé. Mais de là à dire qu'elle est plus marquante que Yor, désolé, mais faut aller se faire voir. Peut-être qu'elle a beaucoup plus de profondeur dans le manga, mais pour l'instant, je vois juste une petite meuf un peu paumée qui suit son gars partout. Rien à voir avec une Yor qui est attachante dans ses échecs et qu'on voit apprendre à comprendre les relations sociales, tout en étant super badass. Et c'est un problème que j'ai un peu avec les personnages féminins, je les trouve très fades dans cette œuvre. Lou, qui fait partie du quatuor principal, n'apparaît pas de toute la deuxième partie de l'animé, et j'ai entendu dire qu'elle n'était pas présente avant un bon moment, quand même un peu nul, sans parler de ses capacités qui se débloquent que quand elle est bourrée, et c'est dommage de pas aller plus loin que ça. Un truc qui me frustre beaucoup, c'est aussi l'écriture d'Aoi, la femme de Sakamoto. Il y a plusieurs situations où je me suis dit, mais peut-être que Sakamoto lui a appris à se défendre, au cas où elle se fait attaquer. Sauf que pas du tout. Il y a une scène dans la deuxième partie de l'animé où elle a la visite d'un ennemi dangereux qui l'attaque. Elle arrive à se défendre et je me suis dit, oh cool, on voit qu'elle sait se battre, ça peut donner une scène badass. Sauf qu'en fait non, c'est Nagumo, un assassin métamorphe qui a pris son apparence. Dans une autre scène, on apprend que Sakamoto doit infiltrer une école d'assassins, mais il peut pas le faire sous son apparence naturelle. Tout le monde se tourne vers Aoi, laissant présager que c'est elle qui va infiltrer l'académie, sauf qu'en fait non, c'est Sakamoto déguisé en sa femme qui s'infiltre. Sans parler du personnage d'Akira qui est certes très attachante, mais dont deux des capacités principales, c'est quand même des pouvoirs liés à la couture et aux tâches ménagères. Je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage. Encore plus dans le paysage du shonen moderne quand il y a des personnages aussi intéressants que Momo Ayase ou Kikoru Shinomiya. Les personnages féminins de Sakamoto Days sont loin d'avoir leur profondeur et je trouve que c'est un acte manqué. Et si vous trouvez que je suis trop woke pour faire ce genre de reproches, bah j'ai pas fini. Parce qu'un truc que j'ai pas mentionné à propos de Sakamoto Days, c'est le poids de notre personnage principal. Sakamoto, il est pas mince et c'est quelque chose qui rend son design plus marquant. Il est gros, on voit que c'est un daron, on voit pas sa bouche et ce petit détail le rend facilement très expressif et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais l'œuvre passe son temps à dire qu'il est gros. Quand on apprend son histoire, on lui dit il est devenu gros, l'air de dire que c'est une sorte de gros tas paresseux. Quand il affronte ses adversaires, ces derniers pensent constamment qu'ils vont le vaincre parce qu'il est gros. Et c'est con, mais au bout du 8e à dire ça, on a compris, on n'a pas besoin d'un 9e qui est là pour en rajouter en fait. Encore plus quand dans la première partie de l'animé, on a un épisode par un adversaire. C'est limite quelque chose qui est répété tous les épisodes et c'est très vite insupportable. C'est hyper chiant d'avoir un forcing pareil. On a compris, pas besoin d'en rajouter à la fin. Mais non, le manga en rajoute avec Sakamoto qui perd magiquement du poids en combat et qui devient plus puissant quand il le fait. Vraiment, on est en 2026. C'est plus le moment de faire ce genre d'écriture sur les personnages gros. On aurait pu s'attendre à mieux parce qu'avoir un perso gros et badass, ça reste rare dans l'univers du manga. Mais il y a encore énormément de progrès à faire. Je veux croire que ce sera fait au fur et à mesure de l'œuvre. Tout comme je veux croire que l'animation deviendra plus jolie elle aussi. Beaucoup de gens en ont parlé avant moi, mais graphiquement, Sakamoto Days, c'est assez fade en termes d'animé. J'ai vu énormément passer de gens qui comparaient les planches du manga et les plans de l'animé, montrant que d'un média à l'autre, on perdait en détail. Ça a fait pas mal gueuler. Et en soi, je comprends pourquoi. On est assez habitué à ce que l'animation vienne sublimer le style graphique du manga, pas le contraire. Mais au-delà du fait que j'ai pas lu le manga, je sais pas si c'est forcément hyper pertinent de comparer des pages d'un média où le mouvement est fixe avec un média où il y a du mouvement. Je sais pas ce que les fans du manga en ont exactement pensé, mais pour être franc, en tant que personne qui a découvert Sakamoto Days avec l'animé, ça m'a paru assez fade. Il y a rien de vraiment original qui s'en dégageait. Je trouvais plus de détails graphiques plutôt sympas dans l'animation de l'opening, où Sakamoto utilise les crédits comme arme pour attaquer un ennemi, que dans l'animé lui-même. Et en soi, entre l'animation fade et les personnages oubliables, ça sauve pas l'œuvre. Sans parler du scénario que
perso j'aime beaucoup, mais qui au final casse pas trois pattes à un canard. Parce que même si le concept est super intéressant, le scénario en tant que tel est pas transcendant. La première partie je l'ai bien aimée, même si elle peut être un peu répétitive pour certains. La deuxième partie c'est un examen, et cet examen il tourne mal parce qu'il y a un ennemi qui s'est infiltré pour tout gâcher, et à la fin cet ennemi est vaincu, mais l'examen est annulé, et bordel je veux bien que ce soit un shonen, et que le shonen c'est pas le genre qui se réinvente le plus, mais l'examen, au bout d'un moment faut faire des choses nouvelles là. Sans parler du fait que ça m'a paru vraiment très court. Tout va très vite et c'est sans doute parce qu'on est au début de l'animé, mais j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup trop de choses et en beaucoup trop peu d'épisodes. Malgré tout, je veux croire au potentiel de Sakamoto Days. Parce que je me dis que si l'œuvre a marché tant que ça auprès des gens, s'il y a un si grand public qui apprécie, c'est pas pour rien. Je me suis posé la question de si j'étais trop vieux pour pleinement apprécier du shonen très classique. Mais en soi, ça reste dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Attention cependant à bien laver les pots, parce que la soupe, elle va finir par être vraiment avariée et pas bonne. Je repense à mon postulat de début de vidéo, de trilogie même. En soi, Sakamoto Days est un héritier du shonen et marquera sans doute son époque. Mais de là à dire que c'est le shonen de la décennie, je sais pas, j'ai l'impression que l'écriture de Dan Dadan est mieux foutue pour ça. Même si je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a encore pas mal de choses à changer pour que ce soit parfait. Après, peut-être que le shonen de la décennie 2020 n'est pas encore parmi nous. Peut-être qu'on a encore une œuvre cachée qui se dévoilera et va tout exploser. Même si bon, on est en 2026 et il serait temps qu'elle se dévoile. Mais peut-être que vous avez une meilleure idée que moi sur ce qui est la nouvelle grande œuvre du shonen. Peut-être que pour vous, c'est Sakamoto Days et que je passe totalement à côté d'un chef-d'œuvre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que vous avez entendu dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo centrée sur un seul animé. J'ai toujours mon gros bilan de 2025 à faire, mais après ça, aucune idée. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien louper. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.